bonsoir. Merci d'être ici en fin de session pour assister au film d'Alexandre Chartrand. Donc, je me présente, je m'appelle Jean-Sébastien Houle, je suis doctorant ici et chargé de cours aussi à l'Université de Montréal, au département d'Histoire de l'art et d'études cinématographiques. J'ai enseigné principalement cinéma des différences, donc cinéma colonialisme et post-colonialisme, et j'enseignerai aussi à l'hiver cinéma québécois. Donc, merci à Alexandre de bien vouloir nous accorder ce soir un moment pour discuter avec les étudiants et étudiantes ici présents. Mm-hmm. Et puis aussi pour ta grande disponibilité, ton engagement politique qu'on peut voir à travers tes films constamment. Donc, je vais juste faire une brève bio de toi, Parfait. Un peu formelle. Alexandre a étudié à l'Université de Montréal. Ensuite, partageant sa création entre le cinéma et la peinture, il réalise son premier long-métrage de fiction, La Planque, en 2004. Il travaillera ensuite principalement comme monteur de documentaires, puis se consacre à leur réalisation, faisant de la culture catalane son sujet de prédilection. Il réalise d'abord Le Peuple interdit en 2016, suivi en 2018 du film qu'on a vu ce soir, Avec un sourire à la Révolution, et qui a reçu le prix Magnus Isaacson au RIDM 2018. Alexandre était d'ailleurs membre du jury cette année du prix Isaac, Magnus Isaacson. Oui. Oui. Donc, c'est ça. Le film qu'on a vu ce soir est encore d'actualité. Juste hier, je crois, c'est Carl Pidgeman a publié une lettre à l'adresse des Québécois québécoises pour témoigner un peu de sa solidarité et tout ça. Donc, avant d'entrer peut-être plus dans les détails, est-ce que tu peux nous parler un peu de la genèse de ce film-là, de ton parcours? Oui. En fait, ce film-là découle directement du film précédent parce que c'est quand j'étais à Barcelone pour présenter mon film précédent que j'ai eu la chance de rencontrer Louis Lac, que vous voyez dans mon film. Puis Louis Lac, je savais déjà à ce moment-là que c'est comme rencontrer Félix Leclerc en personne. C'est vraiment un monument de la culture catalane qui a écrit des chansons qui ont été chantées. En fait, qui sont toujours chantés par les foules dans les manifestations. Les gens, les Catalans connaissent les paroles des chansons de Louis Lac par cœur. C'est un auteur aussi de romans. C'est vraiment un artiste qui est gigantesque. C'est le genre d'homme qui va avoir des monuments et des rues à son nom quand il va mourir. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2016 parce qu'il venait d'être élu, lui aussi, avec la coalition indépendantiste, puis il était voisin de bureau du héros de mon film précédent, qui est Ferran Civit, qui était le personnage central du Peuple interdit. Puis j'ai eu donc l'occasion de le rencontrer. Puis moi, ça avait été comme un fantasme pour moi que Louis Lac soit dans le Peuple interdit. Puis j'avais pas eu l'occasion de le rencontrer, puis ça. Puis là, de pouvoir le rencontrer, ça a fait comme... j'ai comme cette idée-là de refaire un film, puis j'aimerais beaucoup ça, faire une biographie de vous, là, tu sais. Puis je l'ai rencontré, en tout cas, bref. Ça avait l'air un peu d'un comment dire, d'un fan fini, là, j'ai demandé un autographe, il m'a signé le roman, son premier roman, j'ai fait autographier, puis bref. Puis à ce moment-là, il y avait déjà l'idée d'un référendum qui circulait, surtout au Parlement catalan, où est-ce que je me trouvais. Puis je savais qu'il parlait d'un référendum pour l'automne 2017. Et à ce moment-là, j'ai demandé à Louis Lac, donc, s'il accepterait que je le suive pendant le référendum pour l'avoir comme personnage dans ce film-là. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré par la suite l'équipe de Carles Puigdemont, qu'on voit aussi dans le film, qui était le président à ce moment-là. Puis ça a fait que j'ai pu revenir ici avec des lettres de soutien à mon projet qui étaient embryonnaires, vraiment. Et j'ai pu donc mettre en branle assez rapidement ce film-là, parce qu'il faut savoir qu'en temps normal, financer un film, c'est quand même assez long, là. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les dédales que ça peut représenter, mais ça peut être plusieurs années, normalement, pour financer un film, pour avoir du financement, pour pouvoir aller tourner. Dans ce cas-là, j'étais en tournage, c'est-à-dire que j'étais en novembre 2016 à Barcelone. J'ai lancé on parle de genre de 25-26 novembre, là. Vraiment fin novembre. Puis donc, début de décembre 2017, je suis de retour à Montréal. Je commence à lancer des idées. Puis j'ai obtenu mon financement complet en juillet 2017, c'est-à-dire dans l'espace de 6 mois à peu près, là. C'est 7 mois de travail. Donc, c'est vraiment un financement qui s'est fait vite.
Et j'ai pu donc, dans l'espace entre le moment où j'ai eu les réponses finales de financement, puis moi, je tournais à partir du 4 septembre 2017. Donc, c'était vraiment un très court laps de temps entre le moment où j'ai su que j'avais les fonds et le moment où je me retrouvais là-bas. J'avais très peu de temps pour m'organiser, pour concrétiser tout ça, là, finalement. Ça a été ça. Là, après ça, tu sais, c'est parce que le peuple interdit a précédé ça, puis mon amour de la Catalogne remonte à des temps immémoriaux. Mais Ben, est-ce que tu vois un peu un lien avec la culture québécoise et la culture catalane? oui, sauf que c'est un faux. C'est-à-dire qu'au départ, c'était ça que je voyais, comme n'importe qui s'intéresse à ça sommairement, je dirais. Mais plus on s'intéresse à ça, plus on voit le fossé qu'il y a entre la culture québécoise. Ben, l'histoire québécoise, l'histoire catalane, c'est deux choses complètement différentes. Puis leur combat quotidien, la façon dont ils agissent dans les manifs. Tu sais, il y a comme. Je dirais que j'ai beaucoup de difficultés à faire des parallèles aujourd'hui. Bien, tu sais, il y a des parallèles dans le genre. Barcelone, c'est la deuxième ville de l'Espagne, comme Montréal, c'est la deuxième ville du Canada, là, tu sais, où les Catalans ont une langue différente du reste de l'Espagne, puis nous aussi. Tu sais, il y a comme des généralités un peu qu'on peut séparer, mais tu sais, les Catalans ont eu leur langue a été interdite depuis 300 ans, leur langue a été interdite 200 ans, puis un peu plus. Là, fait. Puis tout récemment, jusqu'à la fin des années 70. Donc, les jeunes de ma génération, jeunes, je suis plus bien jeune, là, mais les gens de ma génération sont les premiers qui ont pu étudier en catalan, en Catalogne. C'est-à-dire que leurs parents, à eux, étudiaient en espagnol. Il y avait même leur nom était espagnolisé, fait que s'ils donnaient des noms catalans à leurs enfants, bien, le gouvernement, lui, changeait les noms pour les mettre en espagnol, pour que ça soit normalisé, puis tout ça. Donc, c'est très récent. Là. La télévision catalane a été fondée en 83, puis tout ça. Donc, c'est une histoire qui est relativement récente là, d'émancipation de la culture du peuple catalan. Mais ça, dans tes films, il y a beaucoup d'artistes souvent qu'on retrouve. Justement, tu parlais du chanteur et il y a d'autres gens aussi, comme des poètes, des écrivains, tout ça. Mm-hmm. À quel point tu évalues l'importance de la culture dans la préservation un peu de ces traditions-là de manière un peu underground, si tu veux, mais quand même. Puis à quelle place peut occuper un cinéaste dans tout ça aussi? Ben, le cinéma, pour moi, pour le Québec, pour moi, le cinéma, c'est une force. C'est une des forces qu'on a développées. C'est-à-dire que le cinéma québécois est vraiment distinct. Il y a comme un. On peut clairement établir une cinématographie québécoise qui est complètement distincte de la cinématographie canadienne, si on veut. Tandis qu'en Catalogne, ça, c'est l'aspect qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de cinématographie catalane, vraiment. Il y a quelques films qui se produisent en catalan, mais c'est vraiment minoritaire. Là. Ça doit se compter ses doigts d'une main par année, les films qui se produisent en catalan, tandis que eux vont plutôt produire des films en espagnol. C'est comme si ici, on produisait des films en anglais en se disant « Ah, le marché est plus grand, puis nos acteurs parleraient tous en anglais, puis on ferait tout le temps des tournages où nos acteurs parlent anglais. » Donc, les Catalans sont un peu là-dedans, mais ils ont toute une autre pan de culture qui est monstrueuse. Là, où est-ce que la littérature, c'est gigantesque en Catalogne. Ils ont vraiment un amour de la lecture qui est très, très grand, puis qui est célébré à chaque année avec la Sant Jordi, le 23 avril, qui est une fête qui est célébrée aussi ailleurs dans le monde. Là, mais pour eux, ça donne que c'est la date de la mort ou de la naissance de Shakespeare et de Cervantes en même temps. Et c'est le Sant Jordi, c'est la Saint-Georges. Puis eux, ils donnent, à la Saint-Georges, on donne un livre et une rose à quelqu'un. Donc, c'est la tradition. Puis c'est vraiment une tradition qui est très répandue. Puis je ne sais pas si c'est juste ça, mais il y a de la littérature catalane. Là, il y en a. Puis ils sont vraiment des gros consommateurs de littérature. Outre ça, il y a de la culture plus traditionnelle, là, où est-ce que mon film précédent faisait vraiment un éloge des castels, qui est dans la culture catalane un aspect important. C'est des tours humaines. On en voit une mini dans mon film, où est-ce qu'il y a des gens qui font un moment donné un pilier de 4, là, où est-ce qu'ils sont 3, je pense. Personnes qui se montent un sur les épaules de l'autre.
Mais ça, c'est comme un sport qui est décrit à la télévision en Catalogne, là, où est-ce que tu as des équipes. Dans chaque ville, il y a des équipes, ils sont quasiment une centaine de gens par équipe. C'est un mélangé homme-femme, il y a des enfants, des personnes plus âgées. Et le but, c'est de faire des tours qui sont souvent colossales, là. C'est des trucs qui peuvent faire 10 étages de haut avec... c'est super impressionnant, là. Puis dans mon film précédent, Le Peuple interdit, je faisais comme une genre de métaphore sur la construction de l'État à partir de ça, parce que je trouvais que c'était beau, là, où est-ce que ces gens-là, dans le fond, qui sont tous mélangés en âge, tous les sexes sont représentés, puis ça fait des espèces de trucs où est-ce que si tout le monde s'aide, puis s'il y en a un qui flanche, bien, c'est tout le monde qui s'écroule avec. Fait que c'est les enfants en haut aussi. C'est les enfants en haut, oui, c'est ça. C'est assez dangereux. Puis, en tout cas, moi, quand j'ai passé une fin de semaine complète dans le plus gros concours de Castel catalan. Mais de toute façon, c'est juste ceux qui font ça, là. Ici, à Montréal, il y a la seule équipe en Amérique du Nord. C'est ici, à Montréal, il y a une équipe de ça. Puis bref, les équipes de Castel, tu sais, quand ça s'effondre, les châteaux, c'est super impressionnant parce que c'est des affaires, c'est haut, là, puis les gens tombent, puis ils tombent un sur l'autre. Puis, en tout cas, j'ai fait deux scènes avec ça dans mon film précédent, qui peut se voir sur tout.tv de façon gratuite, là, si jamais ça vous intéresse. En 2 épisodes. En 2 épisodes, pas en 2 épisodes, mais bref. Donc oui, la culture, certainement. Puis moi, je voyais comme, justement, la culture du Castel, qui est très, très répandue en Catalogne, ça fait ce lien-là social qui n'est pas présent. Moi, je trouve qu'ici, on n'a pas l'équivalent. Parce que le Castel, comme ils sont, mettons, c'est facilement entre 60 et 100 personnes par ville ou village. Ces gens-là, ils se connaissent, puis ils font des voyages dans les villes et villages alentours pour faire des compétitions. Fait que ces gens-là se côtoient, puis quand l'idée de l'indépendance de la Catalogne s'est mise dans ce réseau-là, bien, tu sais, ça se répand comme la traînée de poudre, là, tu sais, ça a pris tout de suite, puis ça va... Parce qu'il y a cette cohésion sociale-là qui traverse les générations, qui est dans toutes les classes sociales aussi. Souvent, les immigrants qui arrivent en Catalogne, la bonne façon, parce qu'on en voit beaucoup, là, des étrangers qui se joignent à ces équipes-là, sont tout de suite comme inclus là-dedans, puis c'est comme une belle façon de rentrer dans la culture catalane, puis ils ont vraiment comme... C'est un moyen d'intégration qui est très rapide là, pour ces gens. J'ai d'autres questions. Comment on fait des films dans des conditions politiques, de lutte politique comme ça? Parce que tes images peuvent servir parfois de preuve ou ça peut être saisi par la police ou simplement servir de preuve contre des militantes pro-indépendance ou juste militants, point. Oui, ça a été une de mes préoccupations. Puis j'ai fait partie de quelques panels, là, parce que mon film a beaucoup tourné dans les festivals cette année. Puis c'est des panels qui sont venus dans plusieurs endroits. J'étais à Édimbourg. En tout cas, il y avait des... C'est vrai que c'est une préoccupation qu'il y a pas juste mon film, il y a plein de films qui ont cette préoccupation-là, parce que dès qu'on est avec un sujet qui peut être un peu chaud, c'est sûr que quand on filme des gens, ça les incrimine en quelque part, là. Puis moi, entre autres, j'ai une journée bien précise où est-ce qu'il y a plein de matériel que j'ai pas utilisé parce que je me doutais qu'il allait avoir des accusations portées. Puis effectivement, si Jordi Cuchart est en prison aujourd'hui, c'est à cause de cette journée-là. Un des personnages de mon film, là, Jordi Cuchart, qu'on suit, la journée du 20 septembre, qui était la journée où la police espagnole s'est mise à faire des descentes dans les ministères catalans. Ils sont mis à arrêter des gens ils ont arrêté 15 hauts fonctionnaires dans les différents ministères. Puis les gens sont sortis spontanément dans la rue, puis ont vraiment bloqué les entrées des ministères où est-ce que la police est entrée pour pas qu'ils puissent ressortir puis qu'ils soient obligés de faire face à la population, si on veut. Fait qu'il y était des centaines de milliers de Catalans dehors. Puis ça donne... Moi, l'endroit où on filmait, c'était sur la Rambla de Catalunya. Puis bref, c'était il y avait 2 voitures de la Guardia civile qui étaient stationnées juste en face du ministère de l'Économie. Puis il venait d'arrêter
tout cas, le plus haut fonctionnaire de ce ministère-là. Puis les gens se sont mis à monter sur les voitures de police. Puis on s'est rendu compte à un moment donné que les voitures de police n'étaient même pas barrées. Il n'y avait même pas barré les portes. Il y avait des fusils là-dedans. Il y avait toutes sortes d'équipements. Puis les gens aussi se sont rendus compte que les portes étaient débarrées. Fait que ça s'est mis à lancer tout ça. Les Catalans n'avaient pas de mauvaises intentions, ce qui fait que c'est resté quand même, comment dire, calme. Puis je dirais même s'il n'y a pas de... Quoi qu'il y a des caméras qui nous filment, je ne peux pas faire de confidence trop, là. Mais je dirais que c'est les médias qui sont montés sur la voiture en premier puis qui ont incité les gens, parce que ça faisait des belles shots d'en haut, là. Dans la foule. C'était tentant, il y avait des voitures là devant nous autres qui nous bloquaient la vue. Bref, il y a des gens qui sont montés là en premier. Puis on a pu filmer la porte d'entrée du ministère de ce point de vue-là. Mais après ça, j'ai réalisé qu'il y a plein de ces shots-là qui nous incriminaient, nous, et qui incriminaient aussi d'autres personnes que je filmais, parce que le simple fait d'être monté dessus, ça a été la source d'accusation de plein de gens. Ça fait que je me suis retenu pour cette scène-là. J'ai pas pu utiliser plein de matériel que j'ai laissé tomber parce que c'était vraiment clair qu'on était debout sur les autos de police. C'est ça. Pas prendre de chance. Puis c'est pas vrai, on n'est pas monté. Je veux le préciser aux caméras. La Guardia civile, en fait, c'est comme la police étatique espagnole. Puis, il y a une police locale en Catalogne aussi. Oui, bien ça, tu vois, on pourrait faire un parallèle entre la GRC, la SQ puis la police de Montréal, mettons, là, parce qu'ils ont vraiment ces trois paliers-là aussi de police, où est-ce que tu as la Guardia civile, qui est vraiment une gendarmerie, là, qui sont armés comme c'est comme un corps armé, là. Ils ont vraiment un aspect militaire, là, je dirais. La Guardia civile, après ça, en Catalogne, il y a les Mossos d'Esquadra, qui veut dire littéralement les garçons de l'escouade. Les garçons de l'escouade, c'est la police catalane. Puis après ça, tu as la Guardia Urbana, qui est la police municipale de Barcelone. Puis dans les conflits qu'on a filmés, en général, c'est la Guardia civile qui intervenait. Puis ensuite, il y avait les Mossos d'Esquadra qui, eux, agissaient comme tampons, qui venaient, mais pour protéger la police espagnole puis empêcher qu'il y ait des débordements de la part des citoyens face à la police espagnole. Puis donc, ils agissaient vraiment comme un intermédiaire là, entre les deux. Puis, à quel point c'est facile de faire financer un film qui traite d'un sujet aussi sensible, disons? Bien, moi, comme je l'ai dit, c'est mon financement le plus rapide. J'avais jamais vécu ça, un financement rapide comme ça. En même temps, j'ai pas eu énormément d'argent. C'est un film, j'ai fait ça avec 125 000 $. C'est pas... En tout cas, si vous connaissez les budgets de tournage, c'est rien. Là. Surtout qu'on était à l'étranger, notre équipe était en hébergement à l'extérieur. En tout cas, tu sais, ça ajoute des frais qui sont pas là dans d'autres tournages. Ce qui fait que c'était pas un gros budget, mais en même temps, ici, je pense qu'il y a une sensibilité au Québec qui fait que... Parce que les fonds que j'ai eus, c'est uniquement québécois. J'ai pas eu de fonds... non, j'ai pas eu de fonds canadiens. Puis non, c'est ça, parce que les Canadiens sont pas du tout sensibles à cette question-là. Dans les festivals ou autres, j'ai vraiment très peu de retours. Puis ils voient vraiment... de la même façon que les Québécois se projettent dans ce que vivent les Catalans, je pense que les Canadiens voient un reflet de ce que les Québécois représentent pour eux, puis ils ne sont pas d'accord d'emblée, genre sans même se questionner sur la légitimité de ce processus-là ou ce que peuvent vivre les Catalans. Ils sont du côté des Espagnols en général, sans se poser trop de questions, là, ce qui fait que ça limite un peu les conversations là-dessus. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Oui? Je me demandais, vous dites au début que c'est un film qui ne se dit pas objectif, qui présente votre point de vue. À quel point est-ce que vos opinions ont informé la réalisation du film et que la réalisation du film a informé vos opinions comme après? Je dirais que j'ai surtout mis les panneaux au début, j'ai surtout mis ça parce que dans mon film précédent, je me faisais reprocher d'avoir un biais
favorable à la Catalogne. Mais je veux dire, c'est le propre du cinéma documentaire en général. Le cinéma documentaire d'auteur, c'est un cinéma qui prend parti, où est-ce qu'on est dans un sujet, où est-ce qu'on peut choisir d'exposer une facette du... moi, je ne suis pas journaliste, puis j'ai pas le... Il n'y a rien qui me force à exposer des parties, puis même que je trouve souvent que l'objectivité est un peu biaisée en général parce qu'il va nécessairement avoir une partie qui va ressortir tout objectif qu'on veut être. Il va y avoir on va refaire ressortir des points favorables à un, puis peut-être pas à l'autre. Puis bref, je préférais donc y aller avec l'affirmation que ça présente de toute façon que le point de vue des indépendantistes. J'ai suivi aucun opposant à l'indépendance catalane dans mes tournages. Puis où est-ce que ça l'a influencé? Je veux dire, moi, j'ai suivi tout ce que j'ai montré dans mon film, ce sont des événements qui ont eu lieu. Il y a une place que j'étais à Grenoble en mars l'année passée, puis il y avait des espagnolistes qui se sont pointés à la projection, puis devant le cinéma, on distribué des tracts pour dire que mon film, c'était du fake news, là, c'était faux, puis c'était pas... En tout cas, mais je disais, ce que j'ai filmé là, ce sont des vrais événements, j'ai pas inventé rien, c'est pas des comédiens que vous voyez jouer. C'est des actions qui ont eu lieu véritablement, puis ce que j'énonce, ce sont des faits. Ceci dit, je présente pas l'aspect du côté du non, mais tu sais, moi, ce choix-là, je le justifie par le fait qu'il n'y a pas eu de campagne du non. Moi, en 95, j'avais 18 ans. C'est la première fois que je votais de ma vie. Puis, il y avait une campagne du non à ce moment-là. Puis, elle était très... il y avait des arguments, il y avait de l'argumentation, puis il y avait deux camps qui s'opposaient, qui présentaient des opinions. En Catalogne, le camp du non, c'est illégal, vous n'avez pas le droit. Il n'y a personne qui va faire la promotion. Puis d'ailleurs, je faisais une présentation récemment avec un spécialiste de traduction qui, lui, a fait son doc sur la traduction du matériel indépendantiste. Puis s'est fait poser la même question en disant oui, mais là, vous n'avez pas traduit du matériel qui était pour le non. Il dit mais c'est parce qu'il n'y en a pas. Ils n'ont rien publié pour. Il n'y a pas eu de publication qui revendique l'adhésion de la Catalogne à l'Espagne parce qu'ils n'ont pas fait de campagne. C'est illégal. Point. C'est pas dans la Constitution. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Il n'y a pas d'argumentation à avoir. Encore aujourd'hui, il n'y a même pas de débat possible. Le président catalan appelle à Madrid pour parler au président espagnol, puis c'est une fin de non-recevoir. Il ne prend même pas le téléphone pour parler à son homologue. Puis là, ils disent, oui, on est prêt, on est ouvert au dialogue. Dialogue avec qui? Vous dialoguez même pas avec le président élu démocratiquement de la région. En tout cas, bref, tu sais, donc, il n'y a pas de côté du non. Côté du non, c'est illégal. La Constitution espagnole ne permet pas de... Fait que ça, je voulais résumer. Je n'avais pas besoin de le présenter dans l'heure et demie qu'a duré mon film. Je trouvais que c'était pas intéressant d'insérer ça là-dedans. Oui. Est-ce que votre film a été, j'imagine, mais présenté en Catalogne? Puis qu'est-ce que ça a été la réception des Catalans face au film? J'ai eu la chance d'être sélectionné au Docs Barcelona, qui est un grand festival à Barcelone de documentaire. Ils m'ont offert la plus grande salle. C'est la salle où ils font uniquement l'ouverture et la clôture du festival. Puis il y a eu mon film, il a dit ça, qui était présenté là-dedans. C'est la plus grande salle de cinéma de Barcelone. Puis ils l'ont rempli. C'était aussi avec il a fait un jumelage avec Omnium Cultural, qui est l'association que préside Jordi Cuchart, qui est emprisonné aujourd'hui, qui fait 9 ans de prison pour avoir incité les gens à manifester. Et donc, Omnium Cultural avec Docs Barcelona ont rempli le cinéma, puis c'est sûr que c'était un accueil... J'étais très ému, je dirais. C'était un moment qui m'a... Parce que dès le générique, les gens se sont mis à crier Independencia, puis ça a été une ovation qui a duré plusieurs minutes. Puis
J'ai eu de la misère à retenir des larmes parce que là, à un moment donné, c'est comme « wow! » C'est vraiment intense. L'accueil était vraiment chaleureux. C'est ça. Mais c'est sûr que c'est des gens qui étaient favorables à l'indépendance qui étaient aussi dans la salle. Là. Fait que ça biaise le regard. Ceci dit, les opposants, ils m'accusent d'augmenter la réalité, mais je veux dire, la réalité. Je ne vois pas de quelle façon j'augmente la réalité parce que je la présente tout simplement comme ça. Puis c'est ça. C'est un peu ma prochaine question, en fait. Tu as fait le montage pour le film à l'ONF sur Michel Brault. Oui. Puis en fait, à quel point t'inscris ta démarche un peu dans cette grande tradition québécoise-là du cinéma direct, finalement, parce que tu es quand même très discret dans tes interventions. Tu vas suivre plus qu'intervenir. Oui. Donc, à quel point l'influence du cinéma direct a un impact sur ta... Oui, mais moi, je me suis reconnu dans ce cinéma-là parce que c'est un cinéma... Pour moi, ma plus grande caractéristique, si on veut, que je me suis... si on trouve notre voie, à un moment donné, comme cinéaste, on trouve c'est quoi notre force, puis on essaie de travailler avec ça pour essayer de faire ressortir... on essaie de diminuer nos faiblesses, puis faire travailler avec nos forces pour que ce soit ça qui prenne le devant des œuvres qu'on crée. Puis moi, je suis vraiment quelqu'un d'impulsif. Je ne suis pas quelqu'un qui aime attendre. Puis le cinéma direct, pour moi, c'est parfait. Où est-ce que je me retrouve en situation de tournage, dans l'action. Je fais des entrevues à brûle-pourpoint avec des gens. Puis, tu sais, j'ai déjà essayé de stager des entrevues, puis je suis vraiment nul en entrevue stagée parce que je suis ma liste de questions. Je me suis préparé des questions, puis là, je les lis. Puis là, ils répondent. Puis là, moi, je lis ma prochaine question. Puis ça donne des entrevues qui sont nulles parce que c'est pas ça. Je suis pas capable d'être ordonné. Puis ça, puis si je sais qu'est-ce que je cherche de mon personnage, c'est-à-dire qu'on est dans une action, dans un événement, je cherche à... Mon personnage incarne... on définit qui sont nos personnages dans un film, là, puis je sais que mon personnage-là incarne ça, et lui m'amène telle facette du film, mais je sais vers quoi j'essaie de l'amener. Donc, je suis vraiment meilleur en entrevue, du côté entrevue. C'est qu'on est sur la rue, mettons, on rencontre quelqu'un, puis là, lui, il me parle de l'action citoyenne, mettons. Fait que là, on est dans l'action citoyenne, puis c'est de ça qu'on jase ensemble. Puis ça devient plus une conversation qui est filmée qu'une entrevue, finalement. Puis c'est ça, je trouve que le cinéma direct, ça me convient complètement comme genre, parce qu'il y a ce côté-là impulsif, intuitif, qui n'est pas nécessairement organisé. Parce que de toute façon, au jour le jour, pendant que je tournais ce truc-là, je découvrais, on ne savait pas ce qui allait se passer. Le matin du 20 septembre, on ne savait pas que la police avait arrêté 15 personnes. On l'a découvert assez tôt, heureusement. J'avais des contacts qui m'ont dit « Hey, il y a eu des descentes, as-tu vu ça? » Puis là, on s'est rendu il n'était même pas 8 heures qu'on est arrivé au coin de rue devant le ministère de l'Économie, ce qui fait que les rues étaient encore dégagées, il n'y avait pas encore de gens qui bloquaient la rue. Mais tu sais, comment dire, c'est ça, c'est la beauté du cinéma direct, c'est de te retrouver dans la situation puis de pouvoir utiliser cette impulsivité-là pour travailler comme source de création. Ça te permet aussi de développer un lien de confiance, j'imagine, avec plein d'hommes politiques, de femmes politiques qui sont comme « Ah, c'est le cinéaste, c'est pas dangereux » ou c'est pas... Ouais, en tout cas, jusqu'à un certain point, là, où est-ce que j'ai eu quand même des difficultés à voir... c'est ça, tu sais, comment dire, Carles Puigdemont, à un moment donné, il était très, très distant, puis c'était pas juste par rapport à moi, là, c'est-à-dire que lui, il pensait déjà qu'il allait se faire arrêter. Il était certain de se faire arrêter. Ce qui fait qu'à un moment donné, il était extrêmement discret sur ses déplacements. Il disait qu'il allait être en quelque part, il n'était pas là, il était ailleurs. Tu sais, c'était vraiment... Puis pour un cinéaste, c'est paniquant, tu dis, là. T'es là avec ton équipe, tu dis « Ah là, il est pas là, là! » Qu'est-ce que... J'étais censé le filmer, lui, là. Puis là, il est ailleurs, là. À un moment donné, c'est pas drôle, là, tu sais. Puis de se revirer de même, puis de retrouver « OK, il est à telle place. » Là, on prend un taxi. Heureusement, on a une équipe de 4, là, on fit dans un taxi.
Fait qu'on pouvait quand même réagir de façon assez rapide, mais tu sais, c'est ça. Ça, c'est... oui, mais non. Ils doivent se protéger. Même chose avec Louis Lac, je pense qu'à un moment donné, il a fait une dépression parce que, écoute, lui, il a vécu l'exil. Pendant le franquisme, il était obligé de partir de Catalogne parce que ses chansons provoquaient trop les autorités. Puis là, il avait vraiment l'impression de revenir dans les années 70. Puis à un moment donné, il est juste disparu. Il a tout annulé, les événements où il était censé être. Il n'était plus là. J'entends dire qu'il était, lui, un vignoble, là, dans le Priorat, qui est la meilleure région de vin catalan. Si jamais vous voulez acheter du bon vin catalan, le Priorat. Le vin de Louis Lac est très cher, par contre, mais il est très bon. Puis, bref, lui, il était allé se réfugier là, dans son vignoble parce qu'il était comme en train de péter les plombs, je pense. Puis bref, ça aussi, je l'ai perdu pendant un bout de temps. Je savais plus où il était. C'était un tournage un peu stressant, je dirais, pour dire le moindre. Oui, mais... Le jour du référendum, là, le 1er octobre, est-ce qu'il y a eu un moment où vous vous êtes dit « OK, mais là, il faut que j'arrête de filmer, il faut que je m'en aille parce que ça va dégénérer » ou... Non. On a même cherché le trouble, je dirais. Parce qu'on a choisi, ce lieu-là, on l'a choisi. Nous, on avait visité plusieurs sites. Tu sais, les Catalans occupaient... Les bureaux de vote, c'était tous des écoles, parce que les écoles étaient contrôlées par la Catalogne, par le gouvernement de Catalogne qui contrôle les écoles. Puis c'était des lieux qui pouvaient contrôler pour les élections, ce qui fait qu'ils avaient créé les bureaux de vote dans les écoles un peu partout en Catalogne. Puis à ce moment-là, les citoyens, pour éviter que la police ferme, parce qu'ils ont une longue tradition de dictature quand même en Espagne, puis ils connaissent les trucs un peu de... Ça, puis normalement, la police, ils veulent que les gens ne rentrent pas dans un local, ils shootent du silicone dans les serrures. Puis là, ta clé, elle ne peut pas ouvrir la porte, là. Fait que les gens sont comme pognés à l'extérieur, puis ils peuvent pas ouvrir, mettons, le site. Fait que là, pour éviter ça, dès le vendredi, il y avait une organisation géniale de la part des citoyens où est-ce que les gens occupaient les écoles, puis là, c'était toutes sortes d'excuses, là. C'est genre festival de cinéma. Puis là, il projetait des films dans la salle publique de l'école, film après film, c'était n'importe quoi qui jouait. Puis il y avait des enfants qui jouaient. L'autre, c'était festival de peinture. Là, il étendait des papiers partout, les gens venaient peindre dans les écoles. C'était vraiment toutes sortes d'excuses. Puis c'était pas genre, c'est un bureau de vote, c'était festival de peinture, man. C'est ça qu'on fait. Pas d'affaire à nous fermer de l'école, là. Nous autres, en fin de semaine, c'est le festival de peinture. Fait qu'ils passaient la fin de semaine-là. Puis nous autres, on en a profité pour faire le tour des écoles, puis essayer de... Écoute, on savait que la police allait intervenir, puis moi, je voulais avoir je cherchais une école où il allait intervenir, puis dans les visites qu'on a faites dans les jours préalables, le vendredi, il était là, samedi, il était là, puis le dimanche, c'était le vote. On est allé visiter une couple de sites, puis il y avait des sites qui étaient super organisés. Puis moi, à chaque fois, je me disais, c'est pas là qu'ils vont venir, là, parce que c'est tellement organisé, il y a tellement de monde qui sont autour de cette école-là que la police espagnole ne va pas s'embarquer. Puis là, on est arrivé à cette école-là qui avait... eux, ils étaient rentrés par infraction parce qu'il n'y avait pas les clés de l'école. On l'entend. On l'entend. C'est ça, quand on arrive sur les lieux, l'alarme est partie. Ils sont rentrés par infraction dans l'école. Puis là, ils ont cherché à pouvoir éteindre ça. Ils ne savaient pas trop comment. Là, on s'est dit, ça, c'est notre spot. si que la police va intervenir, c'est sûr. Là. Ils sont super désorganisés. En tout cas, je m'excuse pour eux, là, mais c'était comme ça. Ça a été ma façon de dire, OK, ça, c'est la place où est-ce qu'on risque d'avoir de l'action de la police. Fait que j'ai vraiment choisi le lieu. On l'a cherché, puis on avait un deuxième spot où est-ce que la police aurait pu intervenir. En tout cas, on avait deux spots, on a choisi celui-là. L'autre a été très, très... Il y en a un qui a perdu un œil avec une balle de caoutchouc. En tout cas, il y a eu des moments assez graves, mais on ne pouvait pas être partout non plus, là. Nous, on avait choisi ce site-là. Puis ce qu'on a eu, c'est ce que vous avez vu. Oui, monsieur? Une petite question technique. Je me demandais, dans des tournages un peu controversés, un peu partout dans le monde, où
votre matériel peut être saisi, vous-même être accusé, des personnes à qui vous ne voulez pas de mal qui ont été filmées sont accusées. Oui. Je me demandais, vu qu'on utilise la technologie numérique de plus en plus, s'il y a moyen de faire une sorte de backup sur un cloud sécurisé, de façon à ce qui est saisi, c'est peut-être une demi-heure, un quart d'heure de film, mais tout le reste est protégé et peut être utilisé à l'avenir et vous ne risquez pas d'être inculpé pour des scènes qui ont été tournées depuis plusieurs jours, ou même tout en direct sur le cloud. C'est peut-être pas possible actuellement. Non. Sur le cloud, c'est pas possible, c'est trop lourd, tu sais. Écoute, nous, c'était des disques de plusieurs terabytes là, qu'on utilisait. Ça fait que ça passe pas sur le cloud. Nous, la technique qu'on a eue, c'était de shipper des disques. Parce qu'on avait... De toute façon, on avait toujours 2 copies, une qui était avec nous, une qui restait cachée. On avait trouvé une place dans l'appartement qu'on louait, où est-ce qu'on se disait... En tout cas, tu sais, au pire, s'il y a une descente dans notre appart, peut-être qu'ils le trouveront pas, là, tu sais. Fait qu'on on se faisait des backups sur 2 disques, puis une fois que le disque était plein, on en shippait une copie. Heureusement, Babel, avec qui je coproduisais, avait une maison à Paris. Puis Paris, Espagne, c'est la même... Il y a comme plus de douane là, en Europe entre les pays. Fait que c'est comme un envoi local. Là, fait qu'on pouvait envoyer ça par la poste à Paris pour avoir des backups. Puis après ça, c'était envoyé, c'était shippé à Montréal. Est-ce que l'information est cryptée? Non. Mais ça aurait pu l'être. Oui, ça, on aurait pu effectivement prendre ces précautions-là. Ceci dit, tu sais, nous, notre technique, ça a été, pendant la journée du tournage, moi, j'étais non identifié, c'est-à-dire que j'étais comme un doute, là. Une caméra? Non, moi, j'avais pas de caméra. Oui, j'avais des écouteurs. Puis j'avais un genre d'iPhone où est-ce que je voyais l'image de mon caméraman, un truc sans fil où est-ce que je vois le viseur de mon caméraman. Mais moi j'ai freaké à un moment donné parce que je me disais, moi, pour les policiers, j'ai juste un dude, tu sais, qui est dans le... Dans manif, là. Tu sais, je suis là avec mes écouteurs, je check mon iPhone, puis... Fait que j'aurais pu me faire attaquer parce que les médias, normalement, ils respectent. En tout cas, là, récemment, dans la plus récente manif à Barcelone, ils ont été assez rough avec les médias aussi. Mais ceci dit, à ce moment-là, il n'y avait pas de... en tout cas, ils ont laissé tranquille mon caméraman puis le soundman. Puis nous, on avait une technique où est-ce que, une fois de temps en temps, ils venaient me voir, ils me chippaient les... c'est sûr qu'ils devaient savoir de toute façon. Il y avait des espions, il y avait vraiment des infiltrés, il y a tout un système de services secrets en Espagne. Là, ils sont comme habitués quand même à ça. Là. Puis je sais que je suis fiché de toute façon en Espagne. Mais bref, c'est ça. On avait essayé d'avoir un truc où est-ce que moi j'avais le matériel tourné sur moi, puis le caméraman avait toujours le moins possible de matériel sur lui, parce que c'était clairement lui qui avait la caméra. Là. Tu jamais fait arrêter? Non, on ne s'est pas fait arrêter. Ceci dit, moi, j'étais très parano par rapport à ça. Puis notre matériel, on tenait à avoir des copies avec nous tout le temps, puis avoir une copie qui était ailleurs, au cas où on se fasse arrêter, puis tout ça. Mais au final, on n'a pas eu de problème avec ça. Même avec une antenne satellite, comme il y a un portable. Il y en a qui font ça. Bien, ça, c'est plus les réseaux télé. Les réseaux télé avaient ça. Nous, on n'avait pas l'infrastructure. Ça, c'est comme une autre game. Là. J'envoyais des tournages qui étaient là pour la télévision de différentes chaînes. Là, où est-ce que t'en as un qui est juste là avec une espèce d'antenne. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que c'est super bon pour la santé. Un sac à dos. Une espèce c'est un sac à dos avec une antenne qui est super haute, cellulaire. Là. Il se promène, puis là, lui, il suit l'équipe. Là, il est comme lié avec un câble à la caméra. Puis il fait juste suivre, il a l'air à s'emmerder, solide. Puis là, il a comme son petit sac à dos, puis il suit l'affaire, là. T'sais. Mais nous, on n'avait pas les moyens d'avoir le dude, ni le... C'est parce que ça te prend le serveur, ça prend toute l'infrastructure. Ça, c'est plus des télés là, qui ont les moyens d'avoir ce genre d'infrastructure-là. Moi, en tout cas, on n'a pas opté pour ça. Là. De toute façon, ça, c'était du live, là. C'était des affaires qui étaient retransmises. Direct, ouais. Autre question? Non. Oui? En fait, comment est-ce que vous trouvez ça de tourner là-bas dans ce genre de conditions où est-ce que justement comme le sentiment nationaliste est comme important aussi comme d'une perspective d'étranger, en quelque sorte? Je ne sais pas comment ça affecte votre travail,
le processus un petit peu, d'avoir une perspective différente peut-être que... Ah, ben c'est sûr que moi, j'ai le point de vue, justement, mon objectif, de toute façon, avec ce film-là, c'était pas de m'adresser aux Catalans, c'était de m'adresser aux gens de l'extérieur. Ce qui fait que j'avais... Parce que souvent, il y en a beaucoup de films, de documentaires, mettons, c'est vraiment plus des reportages, ceci dit. J'en ai vu beaucoup des documentaires faits par les Catalans, puis c'est vraiment du reportage un peu indigeste, là. C'est souvent monté de façon assez rapide, puis c'est pas... J'ai rien vu d'équivalent en Catalogne sur la situation. C'est tout le temps très, très monté. Je trouvais qu'il ne réussissait pas à dégager un sentiment de ça ou une émotion. Ceci dit, mon point de vue d'étranger me permettait d'avoir la conscience de dire, OK, est-ce qu'on comprend vraiment ce que... Moi, j'ai quand même une bonne connaissance de l'histoire. Je parle catalan depuis 12 ans. Je m'intéresse à ça depuis que j'ai 15 ans à peu près. Fait que j'ai comme une perspective historique qui est assez longue. Mais c'est ça, mon but, c'est de dire, est-ce que, par exemple, mon cousin qui habite à Gatineau, est-ce qu'il va comprendre qu'est-ce qui se passe, là, t'sais? Fait que c'est un peu ça c'est facile pour moi de me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, d'un autre Québécois, mettons, puis de me dire, est-ce que c'est clair, là, qu'est-ce qui se passe là-dedans ou non? Fait que oui, c'est sûr que le fait d'être étranger, puis aussi le fait d'être étranger, je pense que ça a fait que j'ai eu accès à Carles Puigdemont et Louis Llach. Parce que, je veux dire, un cinéaste de ma trempe en Catalogne, je suis pas sûr qu'il ait accès au président. Mais moi, l'étranger qui parle catalan, c'est comme une curiosité, là. Puis là, tout de suite, c'était comme « Ah, ça, c'est un gars qui est venu, il a fait du chemin. » En plus, il parle notre langue, il connaît, genre, la littérature, il connaît les... Ils sont comme bien impressionnés, là, en général. Puis ça a fait que, j'avais des accès... J'ai eu accès à bien du monde que je pense pas que le premier documentariste venu, je pense pas qu'il aurait eu ces accès-là. Puis est-ce que le fait aussi que tu étais québécois, ça a pu influencer un peu? Oui, parce que par exemple, sur le site où est-ce qu'on a tourné le jour du vote, là, au départ, il était bien réticent à ce qu'on filme, parce que quand on est débarqué là, en plus, il y avait le système d'alarme qui est en fonction. Ils ne savaient pas trop où on était qui. On débarque là, on est 4. Puis le reste de mon équipe, ceci dit, ne parle pas ni espagnol ni catalan. Fait que là, on était comme les étrangers. Puis là, sauf que moi, je pouvais leur parler en catalan. Puis quand ils ont su qu'on était Québécois, c'était comme « Ah, c'est des Québécois, OK, c'est correct. » Là, on le voit un peu aussi en arrière-plan. À un moment donné, on voit un drapeau québécois un peu flou. Je ne sais pas si... Oui, parce qu'il y avait eu quand même beaucoup de... par exemple, Manon Massé était là tout le long, qui m'a fait une bine sur l'épaule, me emmener dans un tournage. Je la connais un peu, là, en tout cas. Puis là, t'es comme « Hey, qu'est-ce que tu fais ici? » Je tourne un film. Bref. Il y avait du monde. Il y avait des Québécois, puis il y en avait qui étaient un petit peu trop... je pense qu'il y en avait qui ne comprenaient pas vraiment qu'est-ce qu'ils faisaient là, mais il y avait un drapeau québécois, puis tu étais bien fier de le brasser. Ça. Oui. Oui, moi je suis juste allée comme québécoise en Catalogne cet été, puis je me faisais interpeller par les Catalans, puis « Ah, t'es québécoise, c'est le fun! » Puis tu sais, je trouvais ça vraiment le fun, puis je me demandais si justement les gens, ils venaient vous voir, parce que je pense que peut-être eux font aussi ce raccourci-là qu'on fait entre... Nous, on n'était pas identifiés, on n'avait pas d'identification claire, on voulait pas, comment dire... Se faire spotter, là. Oui, c'est ça. On essaie d'être le plus neutre possible là, pour passer dans les tournages. Mais c'est juste en parlant avec les gens que là, de toute façon, ils entendent mon accent. Moi, je suis beau parler catalan. Je parle catalan avec un accent weird. Pour eux autres, ils ne savent pas trop d'où ça sort. Là. Mais c'est ça. C'est un des rares endroits, surtout en Europe, des fois, tu peux, je ne sais pas si tu as voyagé un peu en Europe, mais il y a bien des endroits où ils ne savent pas du tout de quoi tu parles quand tu dis Québec. En Allemagne, entre autres, ils ne savent pas en tout c'est quoi le Québec. Là. Mais en Catalogne, oui. T'sais, tout le monde, il y a des gens qui peuvent te nommer à loi 101. Ils sont comme bien... ils connaissent comme un peu le Québec. Là. Fait que ça, c'est sûr qu'on est bien perçu. Puis ça passe bien en général. Là.
peut-être une autre question. Vu que tu as commencé ta carrière de cinéaste avec la fiction un peu, est-ce que tu envisages éventuellement de retourner à la fiction, peut-être des fictions engagées comme un peu Pierre Falardeau le faisait? Mais Oui. je sais pas si c'était... Ben, en fait, là, je suis en adaptation d'un roman. J'adapte le roman d'un de mes amis en fait, qui se passe aussi à Barcelone pendant le référendum. Fait que c'est sûr que il y a une poursuite, il y a une suite logique de mon travail. Mais oui, effectivement, moi, j'ai commencé avec la fiction. J'ai comme pris un tournant documentaire dans les dernières années. Puis, ceci dit, je n'ai pas l'intention d'arrêter le documentaire, mais j'aime la fiction aussi. C'est juste que c'est vraiment une autre paire de manches. Tourner de la fiction, c'est autrement plus compliqué, entre autres au niveau du financement. J'ai eu un... Parce que maintenant, les projets, tu ne peux plus écrire un scénario de ton côté puis essayer de le faire financer par la suite. Il faut vraiment que le scénario rentre dans la piste financement SODEC Téléfilm Canada dès le départ pour pouvoir suivre la voie toute tracée, pour pouvoir avoir du financement, parce que c'est plus possible autrement, là. Puis il y a plein de règles. Là, maintenant, c'est rendu juste 2 dépôts de projet. Après 2 dépôts, c'est fini, ton projet est mort. Faut que tu refasses d'autres choses. Fait que, tu sais, c'est comme un processus qui est bien... C'est difficile émotionnellement aussi. Moi, j'ai un projet, c'est comme je disais, j'ai fait financer toute la scénarisation d'un long-métrage de fiction que je produisais avec Métafilm, qui ont produit du Xavier Dolan, puis du Denis Côté, puis ils sont bien partis, eux autres, là, Métafilm. Ils font des gros films. Mais bref, moi, c'est des amis d'université, là. Sylvain Corbeil, c'est un gars avec qui on s'est côtoyé à l'université, puis j'ai eu un projet de long-métrage avec eux qu'on a fait financer. J'ai tout financé la scénarisation de ça, Harold Greenberg, Téléfilm Canada, la SODEC, tout ça pour le financement. Puis par la suite, quand on a développé le film, on a fait des castings à Barcelone, casting à Montréal. Puis le projet est mort après 3 dépôts en production, là. Fait que, tu sais, ce processus-là, ça, c'est 7 ans de ma vie, là. 7 ans de ma vie, parce qu'il faut suivre la voie toute tracée, attendre les dépôts. Le premier dépôt, tu ne l'as pas eu. Là, tu attends 6 mois. Là, il y a un autre dépôt, tu attends qu'il y ait la réponse. Là, tu modifies des trucs. Là, on n'est pas prêt pour l'autre dépôt. Fait que là, c'est juste 1 an plus tard. Tu sais, c'est super long comme processus. Puis moi, ça me rend un peu... comme je disais, je suis quelqu'un de plutôt impulsif, là. Ça me rend bien insécure de toute cette attente-là, puis l'espèce de processus qu'il faut suivre à la queue leu-leu, le leader en avant, là. Puis j'aurais envie de faire des fictions comme je fais du documentaire. Parce que le Peuple interdit, j'ai fait ça avec un sociofinancement. On a financé ça, j'ai financé 15 000 $, puis je suis parti en tournage. Puis La Planque, qui était mon premier film, j'ai fait ça avec 10 000 $ que j'avais mis sur une carte de crédit. Ça, c'est d'autres choses. Faut ce qu'il faut. Puis j'ai pris 8 ans à rembourser. Bref, des aventures qui sont plus fun que d'autres, là, mais bref, là, j'aimerais ça faire une autre fiction, mais je ne sais pas trop. On va peut-être être obligé de faire ça dans la voie d'accotement encore, là, essayer d'aller financer ça avec des bouts de chandelle, puis faire un tournage qui soit un peu hors norme, mettons. Do it yourself. Ouais. Puis, est-ce que tu es encore en contact avec les indépendantistes catalans? Oui. Est-ce que ça continue, ce mouvement? Ben, mon ami Ferran, qui était le héros du Peuple interdit, puis qui est toujours mon ami, lui, sa blonde, c'était la ministre de l'Agriculture au moment de la déclaration de l'indépendance, puis elle est en exil en Belgique depuis 2 ans déjà. Si elle était en Catalogne, elle ferait 10 ans de prison, là, comme les autres ministres. Là, elle est en Belgique. Puis là, eux, ils se voient très peu. En tout cas, tu sais, Ferran, c'est lui qui m'a donné cette belle épinglette qui est ici. Puis c'est un bon ami. On s'envoie de la littérature par la poste. Puis ceci dit, ça, j'étais là en octobre, là, en Catalogne. Mais oui, je dirais que c'est plus Ferran. J'ai des amis qui ne sont pas des politiciens aussi que le mouvement continue malgré l'État espagnol qui est en déni total. Oui. Ça, ouais. Oui, il y a toujours cette motivation-là. Mais récemment, ça a brassé un peu plus. Là, au mois d'octobre, ça a été assez violent même dans certains moments.
Je te dirais que les élections, il y a eu des élections en Espagne là, à fin octobre, ça a un peu comme restabilisé ça parce qu'il y avait bien peur que ce soit la droite qui rentre, puis là, c'est la gauche qui est rentrée, mais la gauche ne change rien non plus parce que, comme je disais, il ne prend pas plus les appels du président catalan. Fait que la situation est... Mais c'est-tu des partis pro-indépendance quand même qui sont... En Catalogne? ouais, Oui. En ce moment. En Catalogne, c'est la... Ou pro... Ils ont la majorité au Parlement catalan, c'est les indépendantistes. OK. Puis à Madrid, la Catalogne a élu massivement des indépendantistes à Madrid, OK. mais le gouvernement est minoritaire. En tout cas, c'est super compliqué, leurs affaires, eux autres, là, mais il y a comme pas de... La voix catalane n'est pas entendue à Madrid du tout. Là. Ouais. Oui, monsieur. Oui. Ça, c'est une question qui m'intrigue beaucoup au niveau du financement. Je sais que Téléfilm Canada, une promesse de 50 millions de dollars de plus dans le dernier budget fédéral et tout. Le gouvernement est pas tout à fait indifférent. Il y a le Fonds des médias qui parle des nouvelles technologies, puis qui fait beaucoup de promotion sur toutes les nouvelles technologies. Puis, moi, je me demandais, la personne qui, comme vous, se heurte au comité de sélection de comme 10-12 personnes, de la SODEC, de Téléfilm, comme toute une petite gang qui ont comme l'idée de ce que doit être un film, même si dans 10% des cas, vont donner 1,5 million à un film, qu'il n'y aura même pas 10 000 personnes qui vont se rendre là pour assister au film, c'est comme si ça n'existait pas, ce public-là. Est-ce que quelqu'un qui, ça j'en ai connu des réalisateurs qui ont leur fortune personnelle dans l'immobilier, qui ont fait des films, et est-ce que la personne qui aujourd'hui encore ferait ça, qui a de l'argent d'ailleurs, qui fait des films, à cause de toute cette espèce de milieu complètement fermé, il faut l'avouer, de Téléfilm Canada, de la SODEC, du Fonds des médias, de Conseil des arts, puis là on parle de la petite gang. Est-ce que quelqu'un qui est capable de financer son film, qui a 100, 200, 300 000 $, est-ce qu'il est fermé quand même complètement au réseau de distribution, à la distribution télévisée, ou il peut quand même prendre de risques, quitte à se casser le cou s'il n'est pas assez riche? Je dirais que... En tout cas, je suis moins d'accord avec la... Il y a une certaine clique, là, mais moi, je pense pas que c'est la même partout. Ceci dit, mais oui, il y a des chouchous un peu dans les comités puis tout ça, mais c'est le système le plus imparfait, mais c'est quand même... C'est un des systèmes qui fonctionne. Si on se compare avec d'autres systèmes de financement qui existent ailleurs, le Québec, se distingue quand même avantageusement de bien d'autres systèmes de financement du cinéma. Ceci dit, il y a tellement de gens qui veulent faire des films, qu'il n'y a pas assez de budget, que la compétition est très, très forte. Là. Ensuite de ça, en distribution, ça n'a rien à voir... c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir de financement à la distribution parce qu'il y a du financement à la distribution qui est en lien avec le financement de la production. C'est-à-dire que si on n'a pas été financé au moment de la production, bien, la distribution n'est pas financé, mais à partir de là, il y a quand même des distributeurs qui sont prêts à prendre des risques. Comment dire, s'ils trouvent qu'il y a un marché pour le film qu'ils voient. Parce que de toute façon, les films étrangers n'ont pas accès au financement non plus. Fait que, il y a des distributeurs qui voient un film, qui décident de le mettre en salle ou qui essaient de le vendre à la télé de leur propre chef. Puis ça, c'est pas fermé, c'est pas lié nécessairement au financement à la production. Là. Et même la distribution internationale, peut-être, qui serait peut-être une autre avenue. Des fois, on est plus reconnus à l'étranger qu'ici. Oui. Ceci dit, moi, pour avoir essayé beaucoup les festivals, tu sais, la voie à l'étranger, c'est beaucoup les festivals internationaux. Puis ça, c'est très difficile parce que pour te faire remarquer, il faut à un moment donné que tu arrives à sortir en quelque part. Puis les festivals internationaux, moi, c'est mon film précédent, Le Peuple interdit, c'était moi-même qui le distribuais. J'ai réussi à le vendre à la télé, ceci dit. Il est sorti dans des festivals. Il a joué au cinéma ici à Québec puis à Montréal. Puis il a été pris dans 6 ou 7 festivals. Mais tu sais, j'ai dû dépenser 3 000 $ là, en inscription au festival. De tes poches. Puis là, c'est des refus. Puis là, tu essaies ta chance un peu partout. Puis cette fois-ci, ça m'a coûté 2 500. Même si j'ai un distributeur, c'est-à-dire que j'ai un distributeur qui, lui, m'a inscrit dans les grands festivals. Puis là, on a été pris au RIDM, le prix au RIDM.
Mais par la suite, les autres grands festivals n'ont pas embarqué, puis c'est vraiment de ma poche, de mon propre chef, que j'ai décidé de m'inscrire dans... Puis là, tu vois, j'ai fait une quinzaine de festivals à date, là. Fait que ça a mieux marché, mais j'ai quand même mis 2500$ d'inscription au festival. Puis c'est ça, puis j'ai toujours pas de distribution... c'est pas vrai, j'ai une entente de distribution en Catalogne. Puis je l'ai vendu à la télé catalane. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Je vous invite à aller lire la lettre que Carl Pudgeman a publiée à l'attention des Québécois et Québécoises. Donc, elle est disponible sur ta page Facebook, Alexandre Peintre et cinéaste, et aussi sur ton... Sur la page du film. Du film, ouais, après, avec un sourire à la Révolution. Puis aussi, je vous invite à visiter la page personnelle, en fait, la page Internet d'Alexandre Chartrand, dans laquelle vous trouvez sa biographie, ses peintures, ses toiles. Puis aussi quelques petits clips avec Louis-Jean Cormier. Je n'ai pas mis à jour, tu me fais penser à ça. Dans tous les cas. Mettre à jour oui. ma page web. Ouais. Si la question vous intéresse, là, je vous invite à visiter sa page. Est-ce que tu as un mot de la fin? Vive le cinéma. Merci beaucoup.